Je lui demandais, mais est-ce qu'on est déjà si vieux que ça? C'est vrai que en descendant ici tout à l'heure, je disais à Jean-François, j'ai l'impression de m'avancer vers le poteau d'exécution. Et ce que je voudrais dire, je suis content d'être ici et je vous remercie d'être là. Je voudrais, tu viens de le faire, Richard, remercier le collectif des étudiants et les responsables du programme de doctorat qui m'ont invité ici. Je remercie en particulier Saïd, qui, par je ne sais quel sortilège, est parvenu à me faire sortir de Johannesburg et arriver à temps ici. Jean-François est en train de ricaner. Il sait de quoi je parle. Et en fait, je ne m'en suis rendu compte que dans l'avion qui me conduisait ici, Saïd a bien préparé son coup, puisque, comme pour m'appâter, il m'a placé entre les mains de ces deux copains, Jean-François et Richard, que je suis évidemment très heureux de revoir. Et comme il l'a souligné lui-même dans sa généreuse introduction, je dois beaucoup à Jean-François. En fait, lorsque je suis arrivé ici à Paris comme étudiant au début des années 80, il a été la première personne que j'ai rencontrée. Je l'ai rencontré aux éditions Cartala, chez Robert Agenot qui est là. Et Jean-François avait travaillé sur le Cameroun. Il avait écrit vers la fin des années 70 un classique, l'État au Cameroun. Et il m'avait demandé ce sur quoi je travaillais. Et je lui avais expliqué que je travaillais sur le mouvement nationaliste au Cameroun. Il avait tout de suite demandé à lire le mémoire de maîtrise que j'avais produit à cet effet. Et par la suite, il avait rédigé, je crois, 4 pages de commentaires sur ce mémoire, chose qui à l'époque m'avait semblé extrêmement généreux. Et on a travaillé ensemble par la suite. Et comme le soulignait Saïd, il n'est pas seulement un ami, il est un compagnon. Saïd et ses collègues m'ont demandé de partager avec vous quelques réflexions sur le thème « Penser l'Afrique à partir du continent ». Je voudrais, d'entrée de jeu, souligner la difficulté qu'il y a à traiter de ce sujet. Il va de soi, et là je réponds un tout petit peu à certaines des observations de Saïd, il va de soi que je ne m'exprimerai pas ici au nom des Africains, tout simplement parce qu'ils ne me l'ont pas demandé. Et je ne m'exprimerai pas non plus en tant qu'Africain, même si le souci que je porte à l'Afrique va sans dire. Ma position est celle de quelqu'un qui aura passé sa vie d'adulte à traverser le continent. Et cette traversée n'est pas encore terminée. Certes, je vis et je travaille une bonne partie de l'année en Afrique, mais pas dans mon pays natal. L'Afrique du Sud, qui est désormais l'objet privilégié de mes observations, est un pays africain, certes, mais elle est un peu plus ou un peu moins que cela. Tout dépendant évidemment de celui ou de celle qui parle. Ce qui indique clairement que le continent ne peut pas être conjugué au singulier comme vous le disiez vous-même, Saïd. Je dois ajouter que, parce que la question que pose Saïd, c'est à partir d'où articulez-vous votre discours? Je dois dire qu'en Afrique, ma réflexion sur l'Afrique
est celle d'un marginal et pas vraiment celle d'un autochtone. Puisque, bien qu'étant né là-bas, j'appartiens également à un ailleurs. Je viens d'évoquer Jean-François, je pourrais en évoquer plusieurs autres, ici en France ou aux États-Unis, dans ce cas. D'où ces incessantes allées et venues et le risque d'inauthenticité que mon propos risque de susciter auprès de ceux d'entre vous qui ce soir seraient en quête d'une bonne voix d'Africains sur l'état du continent et qui me jugeront soit trop pessimiste, soit pas assez radical ou encore trop postcolonialiste. Mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique dans le champ du savoir contemporain, il me semble qu'il y a une deuxième difficulté, plus grave encore que la première, et qui a trait au climat de philistinisme qui caractérise notre époque. Et je voudrais dire un ou deux mots justement sur ce climat de philistinisme. La définition classique veut que le philistinisme soit cet état d'esprit qui juge de tout en termes d'utilité immédiate et de valeur marchande. Un état d'esprit qui n'a donc pas Dieu pour des occupations aussi futiles, du moins en apparence, que l'étude de l'Afrique. Mais il y a un philistinisme d'un genre nouveau qui lui aussi tend à délégitimer tout discours critique ou, disons tout simplement, tout discours raisonnable sur l'Afrique. Ici, je pense à quelque chose de plus troublant et qu'il nous faut bien appeler la volonté d'ignorance, la passion de l'ignorance et de la méconnaissance. Je veux dire que nous faisons l'expérience d'un temps au cours duquel être ignorant en général et être ignorant en particulier au sujet de l'Afrique est une passion. Et plus on est passionnément ignorant au sujet de l'Afrique, plus cette ignorance autorise l'arrogance, je dirais, la plus éculée, et une agressivité qui n'a plus besoin de porter des masques, puisque l'un des principes qui sous-tendent l'ignorance et l'arrogance, c'est justement le respect des forts. Or, l'Afrique étant faible, rien ne justifie dans cette logique de la respecter, encore moins de la connaître. Voilà ce que me suggère, par exemple, le discours du président français à Dakar, au Sénégal, il n'y a pas très longtemps. Et donc, je voudrais répéter que, cette difficulté qu'il y a, qui a toujours été là, Jean-François le souligne dans l'introduction de son livre L'État en Afrique, qui a toujours été là, de tenir un discours raisonnable sur l'Afrique à l'âge de la méconnaissance, c'est-à-dire un âge dominé par la production de signifiants dont l'exacte fonction est justement de ne jamais rien signifier. Et donc un temps qui privilégie les stimulations, les affects, les sentiments et l'expression débridée d'un sentiment victimaire, la recherche des boucs émissaires, la logique soit du ressentiment ou de la pitié. Et je suis en train de dire que cette logique, on la retrouve aussi bien ici aux États-Unis qu'en Afrique même.
Et donc, ce qui fait autorité, ce ne sont plus les preuves, mais les convictions intimes, les proclamations de sincérité, les états de fait, mais des faits dont on n'a plus besoin de rechercher les causes. Et donc voilà pour ce que j'appelle le philistinisme, qui rend la tâche de production des connaissances sur l'Afrique extrêmement compliquée. Mais ce qui se dégage quant au fond des remarques que je viens de faire, et c'est là la troisième difficulté, c'est, Saïd me demande, mais c'est quoi l'Afrique? C'est le caractère polémique que le terme Afrique, le nom Afrique, a fini par revêtir dans l'entendement de notre temps. Car dans l'entendement de notre temps, chaque fois que l'on prononce le nom Afrique, on ne convoque pas seulement un fait physique et géographique, on convoque aussi presque immédiatement, parfois inconsciemment, une série d'images, d'attributs supposés typifier les êtres qui habitent cet espace, et en particulier leur rapport à une vie dont la durée n'est jamais certaine, parce que la paillasse où la mort est allongée n'est jamais loin. Je reviendrai sur ce problème dans un instant, puisque Saïd, vous dites que mon champ lexical sur l'Afrique est de nature funeste. Je veux dire que chaque fois que nous prononçons le nom Afrique, nous faisons venir à l'esprit la figure vivante d'un monde à part. Ce avec quoi beaucoup de nos contemporains éprouvent la difficulté à s'identifier, une réalité dont nous ne parlons souvent que sous une forme lointaine et anecdotique, à la manière d'une parenthèse grise. Et ça, je l'observe, y compris là où je vis à Johannesburg. Et je le répète, c'est des choses que j'observe en Afrique même, en France ici, ou aux États-Unis. Car à nos yeux, la vie en Afrique n'est jamais une vie humaine tout court. Elle apparaît très souvent comme la vie de quelqu'un d'autre, d'autres gens dans quelque autre lieu, loin de chez nous, ailleurs. En tant que telle, elle suscite de temps à autre de la pitié et des gestes de charité. On l'a vu récemment avec l'arche de Noé ou de Zoé, donc la politique du bon samaritanisme. Et donc, faute de partager un monde commun, eux et nous, notre politique à leur égard, y compris notre politique du savoir, ne peut guère être une politique du semblable. Ou comme le demande Jean-François depuis très longtemps, politique du semblable, la banalité, ce qu'il appelle la banalité des sociétés africaines.